dans l'histoire de l'art où le paradigme de la Renaissance a commencé à s'effondrer. Les réactions artistiques suscitées par ce phénomène se répartissaient sur un large spectre. Sur une des ailes du spectre se situait, comme j'ai tenté de le démontrer, la fin de l'art, l'art qui cherchait à se confondre avec sa propre philosophie en considérant que sa tâche consistait avant toute chose dans le fait d'élucider son essence, qu'il commençait à concevoir comme consistant précisément dans cette élucidation. L'art conceptuel était une tentative détournée pour réaliser ce programme. Au centre du spectre se situaient les différentes tentatives qu'il convient de considérer comme essentialistes, quête alchimique de l'art pur, recherche de ce qui se subsisterait, de ce qui subsisterait une fois que nous aurions dépouillé l'art de tous les facteurs du paradigme discrédité de la Renaissance. C'est ici que nous trouvons l'abstraction générique qui constitue une façon grossière de traiter le paradigme de la Renaissance par simple soustraction en annulant tout ce qui avait permis sa chute, à savoir les images de la réalité perceptuelle. Voici une liste d'autres réactions qui partent du même esprit tout en étant moins grossières d'un point de vue conceptuel. L'idée que la peinture, le produit et la peinture, l'acte de peindre, philosophie généralement revendiquée par la défense de l'école de New York, appelée abusivement expressionnisme abstrait. L'idée que les peintures consistent dans leur propre surface, de sorte que tout éloignement de la surface plane constitue une trahison de l'essence de cet art. L'idée que la peinture est la substance matérielle de son exécution, à savoir les pigments, la toile, le support et bien entendu les divers minimalismes, puisque la minimalité est la métaphore de la recherche de l'essence de l'art, qui doit être minimale, étant donné que tout ce qui est extrinsèque à cette essence est une violation. À l'autre bout du spectre étaient ceux qui refusaient de reconnaître l'effondrement du paradigme et qui, pour s'opposer au projet de ceux qui présupposaient cet effondrement, optaient pour un illusionnisme forcené. L'op art a été une version littérale mais éphémère de ce type de réaction dont les différents nouveaux réalismes sont des exemples plus prometteurs. Le mercantilisme intervint bien sûr de l'extérieur, surtout après les années 60, lorsque le marché de l'art commença à devenir un acteur central du monde de l'art. Mais je tente ici de présenter une sorte de vision philosophique globale, et je crédite les artistes du mérite d'avoir recherché dans un esprit proche de celui des scientifiques de laboratoire une essence qui mettrait l'art à l'abri de la catastrophe qui menaçait son identité, menace que la mort du paradigme avait révélée comme une possibilité très réelle. Cette catastrophe était perçue comme étant due à notre ignorance de ce que l'art est réellement et à notre croyance qu'il était identique à ce qui n'en est qu'une des formes fortuites. D'une certaine manière, l'art moderne a collaboré à la venue de la fin de l'art au sens où je l'entends. Or, l'art de la perturbation se situe quelque part dans ce spectre et son paradoxe réside en partie dans le fait que ces impulsions participent des sophistications conceptuelles qui définissent l'art moderne comme mouvement, mais qui visent quelque chose de beaucoup plus primitif. Il tente de rétablir le lien entre l'art de ces impulsions obscures dont il est peut-être issu et qu'il a refoulé de plus en plus. Il s'agit d'une attitude régressive consistant à retourner à un stade où l'art était presque comme de la magie profonde qui rend réelles des possibilités obscures, plutôt que comme cette magie superficielle et illusoire où rien ne se passe réellement, mais où cela en a seulement l'air, et qui est un répertoire de tours de passe-passe plutôt qu'une invocation de force étrangère issue d'un espace différent du nôtre. L'invocation d'esprit des profondeurs abyssales. Ce retour à l'origine, à un état d'esprit différent et oublié, peut être comparé à un programme parallèle qu'on trouve en philosophie, celui du dernier Heidegger. Il considérait toute la philosophie après Socrate comme une immense déviation, rendant impossible une rencontre directe avec l'être qu'il entreprenait ensuite de remettre en œuvre dans une écriture d'un tout autre ordre que les formes analytiques qui caractérisent les écrits philosophiques occidentaux depuis les temps les plus anciens. Ces œuvres tardives, étranges et incantatoires cherchent à mettre le lecteur en contact direct avec des réalités oubliées. Par magie, j'entends la conception bien entendu peu répandue de nos jours, selon laquelle le sujet représenté entre réellement dans la représentation,
de telle sorte que des théoriciens de l'image, tels les iconodules de Byzance, pouvaient parler de la présence mystique du saint dans l'icône. Après tout, on peut se demander pourquoi, à certains moments de l'histoire, il y a eu des controverses aussi intenses concernant la réalisation d'images gravées. Pourquoi les mouvements iconoclastes ont pu exister? Il s'agit d'un combat contre l'utilisation de forces obscures par les artistes qui, en réalisant une image de X, capturent X, de la même manière que les hommes pensaient capturer des minotaures et des licornes, quoique quiconque pense que les zoos répondent à des préoccupations éducationnelles, à un sens magique sous-développé. Je suis certain que cette théorie magique entre en partie dans l'intention qui préside au portrait mortuaire et qu'elle explique le comportement typique et spontané des personnes en deuil qui cherchent à établir une image du défunt, comme si la mort était vaincue de façon magique, si la persona pouvait être préservée. Et sinon, comment expliquer le culte des images, qui n'est en rien de l'idolâtrie, si le saint est présent littéralement dans l'image, l'attribution de pouvoir à diverses statues de la Vierge, ainsi que l'adoration des sacri bambini, qu'on retrouve à travers toute la chrétienté, irradiée par le genre de présence sacrée que sont censées héberger les reliques, comme si la forme d'un être était une relique en ce sens, bien que j'ai dit que Duchamp a ajouté des moustaches à la Joconde, c'est bien sûr une carte postale qui l'a modifiée, non l'original, mais l'image est présente dans la carte postale, ce qui fait que le geste de Duchamp peut être considéré comme étant modestement perturbateur, presque un acte de vandalisme. Comparé au pouvoir de capturer des réalités, la simple capacité de les représenter, de réussir à produire des ressemblances, n'est pas très intéressante et consiste en des trucs comme ceux que maîtrisent les magiciens, dont le but est de divertir en dupant l'œil. Dès lors que nous considérons que les statues se bornent à désigner simplement ce à quoi elles ressemblent, la ressemblance expliquant leur forme, plutôt que de contenir la réalité en contenant sa forme. L'art perd un certain pouvoir, étant entendu que nous avons eu tendance à définir l'art par cette perte, mais ce genre de définition n'est peut-être qu'une des formes de l'assujettissement philosophique qui révèle l'histoire de l'art. En tout cas, l'art de la perturbation constitue une tentative de nous renouer les fils avec cet état d'esprit magique depuis longtemps abandonné comme une prérogative des faiseurs d'images, bien que, comme nous l'avons vu, quelque chose de ce genre se retrouve dans les expériences élégantes de Jones. Et j'ai l'impression que ce pouvoir ou la croyance que les artistes le détenaient était une des choses dont les philosophes avaient peur lorsqu'ils ont opté pour une théorie réduisant l'art au domaine de l'éphémère. J'aimerais maintenant défendre l'idée que cette théorie ancienne et magique des images, qui se trouve largement confirmée par l'histoire de l'iconoclasme byzantin ou hollandais, confirme à son tour la théorie de la représentation dramatique proposée par Nietzsche dans de célèbres réflexions de toute beauté. Il avance l'idée que la tragédie classique s'est développée à partir du rituel dionysiaque et qu'elle consiste dans le fait d'établir une certaine distance entre le public, issu quant à lui de l'assemblée des officiants, et la vision. Dans le rituel, le moment paroxystique était celui où le dieu lui-même apparaissait, et la pièce dramatique fournit un substitut civilisé pour ce moment. Pour convoquer le dieu, on recourait à des pratiques orgiastiques. Le rite dionysiaque était une sombre célébration, un intervalle de frénésie pendant lequel tout ce qui répugne à des personnes civilisées devenait possible et était excusé, pratique effrayante et, si l'on veut, perturbatrice au service de l'épiphanie. À ce moment, les officiants étant magiquement liés au Dieu qui était parmi eux, toutes les distinctions étaient abolies dans l'extase de l'union. La tragédie grecque a reconstitué ce processus, mais au niveau de l'art plutôt qu'à celui de la pratique religieuse, et cela revient en fait à séparer l'image de la réalité d'une manière qui va de soi pour les théories modernes de l'image. Le Dieu est représenté par un acteur. L'acteur n'est pas possédé par un Dieu qui accède à la présence dans sa chair et dans son sang. Nous ne considérons plus l'action sur scène que comme une représentation distante d'une présence lointaine. Même ainsi, quelque chose de l'attente magique doit
doit avoir subsisté dans l'expérience théâtrale de l'Antiquité, car sinon comment expliquer l'étrange théorie aristotélicienne de la catharsis, un phénomène grâce auquel il arrive quelque chose de très profond au public qui se trouve purifié de manière mystique, comme ont dû l'être les dionysiastes originels au moment culminant de la mise en œuvre du rituel. Il est raisonnable de supposer que les gens allaient au théâtre afin que quelque chose de ce genre se produise, plutôt que pour savourer un spectacle et pour s'amuser, et qui sait quelle association de magie profonde entre dans les modes de comportement et dans les attitudes des amateurs de théâtre, même de nos jours. Puisque me voilà en train de spéculer sans vergogne, je voudrais en ce point établir un contraste entre le public du théâtre et celui du cinéma. Si Nietzsche a raison, le théâtre est issu de la transformation complexe d'une enceinte sacrée. Le maître du rite s'est mué en acteur tragique, les officiants se sont transformés en public, et au lieu d'un dieu qui apparaît littéralement devant les officiants à travers la possession du maître, en un sens où l'apparence ne s'oppose pas à la réalité, il y a désormais des apparences de Dieu qui précisément s'opposent à la réalité. De nos jours, la notion d'appearance a les deux significations en anglais. En apprenant que le président a fait une apparition, appeared, au bal inaugural, personne n'aurait l'idée de dire que cela n'a pas pu être lui, puisque c'était seulement une apparition. En revanche, nous disons aussi que quelqu'un paraissait, appear to, aimer une personne sans l'aimer réellement. Dans un des cas, nous avons affaire à une illusion, mais non dans l'autre. Or, le cinéma s'est développé à partir d'un dispositif optique, la caméra obscure, une boîte dans laquelle les apparences du monde environnant étaient en quelque sorte détachées du monde pour être projetées sur le fond de la boîte à travers une ouverture dans la paroi opposée. Aristote connaissait le principe de la caméra obscure, mais vers le milieu du XIXe siècle, il existait des boîtes assez grandes pour accueillir des spectateurs et pour trouver place parmi les distractions et divertissements offerts aux visiteurs dans les parcs d'attractions et les Tivoli des stations balnéaires à travers toute l'Europe. En entrant dans ces boîtes, les spectateurs apercevaient des images coupées de la réalité qui leur correspondaient, des rouleaux, des vagues déferlantes et des figures aux vêtements détrempés dans des cabines de bain roulantes, tout ceci connotant un événement magique, comme on peut en avoir un aperçu à la lecture des réflexions du narrateur autour de la lanterne magique au début du côté de chez Swann. Les images étaient bien entendu évanescentes jusqu'à ce que Fox Talbot eût découvert comment les rendre captives grâce à la médiation chimique de l'iodure d'argent et de l'hyposulfite de sodium. La caméra obscure a une double histoire fascinante, s'élargissant d'une part jusqu'au théâtre en boîte de cinéma, s'amenuisant de l'autre jusqu'à la boîte, le box, que des touristes en canotiers de paille braquaient les uns sur les autres, les vues pittoresques du monde servant de toile de fond. C'est comme s'il y avait un lien interne entre le médium cinématographique et le lieu de son exhibition. J'abrège énormément, sautant entièrement les découvertes qui ont permis aux images de bouger, mais mon but était seulement de souligner que les salles de cinéma ont une origine et une histoire subséquente très différentes de celles des théâtres. Et cette différence, quant à l'origine, est reflétée par la différence entre le public du théâtre et les spectateurs de cinéma, différence que souligne, je pense, toutes sortes de comportements d'ordre institutionnel. Nous nous mettons en tenue pour aller au théâtre, comme si nous nous rendions à l'église, et l'esprit de cérémonie et de célébration qui semble naturel lorsque nous nous rendons au théâtre ne se retrouve pas lorsque nous allons au cinéma. Nous y allons de manière impromptue et informelle à n'importe quelle heure, et si l'on accepte les symposiastes solennels des cahiers du cinéma, voir un film est considéré comme un divertissement et un amusement, même s'il existe des films profonds et des pièces simplettes et des opéras plus stupides encore. Le public du cinéma ne s'est pas développé à partir d'une congrégation. Son ancêtre était la foule en congé qui, plutôt que d'être en quête d'une réalité supérieure et d'une révélation, recherchait une trêve dans l'activité fiévreuse de la vie de tous les jours. On peut même manger en regardant un film alors que c'est mal vu au théâtre. Le fait est que nous devons résister à la tentation de considérer les pièces de théâtre et les films comme appartenant au même genre, sous prétexte qu'ils sont visibles tous les deux dans des salles de spectacle et qu'ils s'adressent à un public. On a l'impression que le spectateur de cinéma reste un individu même lorsqu'il regarde le film en compagnie d'autres personnes.
alors que le spectateur d'une pièce de théâtre est un membre du public, même lorsqu'il est tout seul. La cassette vidéo souligne encore cette différence, et bien que les consommateurs de films en cassette disent parfois que l'expérience de la salle de cinéma leur manque, cela est presque certainement dû à la différence de taille de l'image et au fait qu'à la maison, on ne peut pas encore obtenir la qualité d'image du cinéma. Ou alors, ils veulent dire qu'ils désirent s'éloigner de la maison sans spécialement vouloir entrer dans un autre genre d'espace. Or, il me semble que l'art de la perturbation est lié au genre de public à partir duquel s'est développé le public du théâtre et qu'il se propose de régresser vers une relation plus primitive entre acteurs et officiants. L'artiste perturbatrice vise à transformer son public en quelque chose de pré-théâtral, en un corps qui est lié à elle par une relation plus magique et doté de plus de force de transformation que ne le permettent les conventions définitoires du théâtre. Et elle se propose d'accomplir cela à travers une transformation d'elle-même qui consiste à supprimer l'atmosphère protectrice et fortement dépaysante de la distance artistique et à entrer en contact avec une réalité. D'une certaine manière, l'artiste perturbatrice se sacrifie elle-même afin qu'à travers elle, son auditoire soit transformé, ne serait-ce que pour un moment, pendant que quelque chose d'étranger entre en possession d'elle. Bref, elle entreprend de restituer à l'art une partie de la magie dont il a été purifié lorsqu'il est devenu art. Bien entendu, toute l'entreprise peut s'effondrer simplement dans un éclat de rire. Notre esprit rationnel trouve tout à fait discréditée la théorie qui seule pourrait légitimer ces étranges ambitions. Mais le psychisme que chacun d'entre nous comporte, un constituant subrationnel que l'art réussissait à atteindre en étant reculé, et c'est la réactivation de ce contact. On trouve des impulsions de ce genre dans le surréalisme et chez Dada, que l'art de la perturbation se propose comme but. Et cela nous explique ce qui nous perturbe dans l'art de la perturbation et pourquoi nous avons besoin d'un terme pour l'épingler. Il ne s'agit pas d'une perturbation au sens ordinaire du terme, et son caractère choquant ou outrageux n'est qu'un moyen en vue d'une fin. Il s'agit d'une perturbation induite par la faible subperception du fait qu'une dimension de notre être est signalée à un niveau situé au-dessous des soubassements, même les plus profonds de la civilisation. Si Nietzsche a raison, la civilisation grecque se devait de mettre tout cela à distance. Nous ignorons de quoi nous sommes capables, ce que nous pourrions faire en réponse aux signes que nous adresse l'artiste perturbatrice. C'est cette sensation de danger qu'elle insinue qu'on peut ressentir, ceux qui ont traversé les limites terrifiantes de l'enceinte de Dionysos. Il y a quelques saisons de cela, il y eut une tentative bien intentionnée de reconstituer la victoire sur le soleil de Malevich à la Brooklyn Academy of Music. Tentative couronnée de succès à bien des égards. Cependant, bien qu'il se fût agi d'une reconstitution fidèle, ou plutôt justement pour cette raison, la possibilité d'un contact direct avec le public qui avait été le but de Malevich lui faisait défaut et devait forcément lui faire défaut. En fin de compte, c'était comme si à travers une ouverture vitrée, on contemplait des dinosaures, mus électroniquement reconstitués avec amour pour l'édification de spectateurs qui se demandent de quoi cela avait l'air lorsque les dinosaures faisaient trembler la terre. Cela ne pouvait pas marcher parce que l'œuvre avait été mise en scène comme une relique au profit d'un public venu pour satisfaire sa curiosité d'antiquité, ému par un sens du devoir esthétique, et que réjouissait la perspective du gâteau de fromage qu'il dégusterait ensuite chez Juniors ou du verre qu'il prendrait quelque part. D'une certaine façon, la relation entre les circonstances de la reconstitution et celle de son innocence et espoir originel sont comparables à celles qui, d'après Nietzsche, ont existé entre le théâtre classique et la frénésie originelle qu'il se proposait de paralyser grâce à la distance du détachement artistique. C'est cette distance que l'art de la perturbation désire supprimer. Je n'apprécie guère l'art de la perturbation, peut-être parce que je n'entre jamais dans le jeu et que je le considère comme pathétique et futile. Et pourtant, je me rends compte que le concept de l'artiste comme un genre de prêtre dans un rituel primitif et de l'art lui-même comme une intervention miraculeuse a une puissance indéniable.
Il est difficile d'opposer une simple fin de non-recevoir au courant d'un artiste qui accepte cette mission effrayante. Nietzsche a dû percevoir ce courage chez Wagner et il a probablement espéré que Bayreuth recréerait le caractère sublime du théâtre grec d'avant le théâtre et qu'il toucherait des éléments du psychisme que la raison réprime. Comme nous le savons, cette recréation s'est révélée être une recréation. Bayreuth fut une désillusion profonde pour Nietzsche, comme cela aurait été le cas pour n'importe qui nourrissant des idéaux aussi improbables. Si Richard Wagner n'a pas réussi son coup, j'ose affirmer que Laurie Anderson ne réussira pas non plus, bien que la possibilité reste trop tentante pour que l'ambition de la réaliser puisse simplement s'évanouir. Il n'en reste pas moins que si ma construction hegelienne de l'histoire de l'art est correcte, l'art de la perturbation va à contre-courant de l'histoire, mais il nous rappelle quelle était l'origine que l'art, cette entreprise hautement philosophique, et qui le devient toujours davantage, devait laisser derrière lui.